Bonjour, alors j'avais envie de faire une vidéo, je savais pas trop quoi prendre comme sujet, je voulais prendre un sujet sur l'Asie, sur la Chine, etc. Donc je me suis décidé pour faire un sujet sur l'Asie et pour y décrire un peu mon expérience. À vrai dire, j'ai vu sur une autre chaîne YouTube un YouTuber qui faisait un bilan de 10 ans en Asie. Bon, moi j'y ai passé moins de 10 ans, mais par contre, j'ai beaucoup côtoyé des Asiatiques en fait quand j'étais en Europe, donc quelque part ça compense un peu, on va dire. Et j'ai deux pays de prédilection, on va dire, c'est la Chine et le Japon, dont j'ai appris les langues. Et donc voilà. Donc ça c'est l'introduction de la vidéo et quelque part donc il a fait un bilan sur son expatriation. J'ai pas voulu écouter ce qu'il racontait pour faire la même chose finalement. Avec le recul, bon maintenant ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je suis revenu que je suis parti d'Asie et que je suis revenu en Europe. J'ai passé quelques années en France et franchement, bon, j'ai compris que j'ai compris que je pourrais plus retourner en France. J'ai compris que ça le ferait pas. Euh, c'est un peu le problème des expatriés quand ils vont à l'étranger et quand ils partent de pays comme la France. Quand on vit en France, on s'aperçoit pas dans quel carcan on se trouve. Et il y a plus de liberté dans n'importe quel pays. Je veux dire, moi, on me dirait qu'il y a plus de liberté en Corée du Nord. Je serais pas loin de le croire. Parce que la France est un pays qui est tellement bureaucratique. C'est tellement un carcan pour vivre tous les jours. En France, j'avais jamais le temps de rien faire. À Paris, j'avais jamais le temps de rien faire. Tout était compliqué. Tout était. Enfin, voilà. Bon, ça sert à rien. De toute façon, je suis là pour parler d'Asie, pas pour parler de ça. Donc, oui, le bilan, le bilan. Déjà pour moi, il y a alors, je suis parti d'Asie, rien ne dit que j'y retournerai pas un jour. Personnellement, ce qui se passe, c'est que je suis pas un grand fan de l'avion, pour tout dire. Donc voilà, je suis pas nécessairement trop envie de me retaper des dizaines d'heures d'avion, c'est vraiment pas mon truc, hein, vraiment pas mon truc du tout. Donc voilà. Euh, Pourquoi déjà je suis revenu en Occident et pas, j'aurais pu rester en Asie, hein, euh, parce que à l'époque, en fait, je suis dans le domaine de la tech, c'était quand même plus high-tech quand même en Occident, en Europe, par rapport à l'Asie, bien que les choses aient changé clairement depuis, ça c'est très clair. Mais bon, voilà, on a ses habitudes, etc. Donc c'est pour ça. Une des raisons pour lesquelles aussi j'ai quitté l'Asie, vraiment la raison très claire, la raison, disons, définitive, les 51% de la raison majoritaire, c'est vraiment la pollution. Ça, c'est vraiment, malheureusement, alors j'ai entendu un YouTuber qui disait qu'à Shanghai, l'air était très clean. Non, l'air est pas très clean. Je veux dire, il y a des jours, effectivement, c'est une ville qui est près de la mer, donc il y a des jours, il y a le vent qui circule, mais à vrai dire, depuis le temps où j'y ai vécu, en fait, la situation n'a fait qu'empirer en Chine. Au niveau de la pollution, il suffit de regarder les cartes, c'est vraiment pas cool. Enfin, je veux dire, j'ai vécu aussi à Pékin, dans des villes extrêmement polluées, et ça va de mal en pire, en fait. La consommation de charbon, de produits. Euh, en Occident, on n'a aucune idée de ce que ça peut être la pollution tant qu'on n'a pas vécu dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui sont des pays extrêmement pollués. Enfin, je veux dire. Et si vous voulez, le problème, c'est que c'est pollué dans les airs, ça vous le voyez, mais vous ne voyez pas
quand c'est pollué dans la bouffe, quand c'est pollué dans l'eau, quand c'est pollué, voilà, les choses que vous pouvez pas vous protéger. Donc c'est vraiment un très très gros problème ça. Et c'est pour ça que je me suis dit en fait que sur le long terme, alors peut-être pas, oui, rester quelques années, mais pour rester plus longtemps, pour rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, sur le long terme, je suis pas persuadé que enfin, j'étais pas persuadé à l'époque, en tout cas, que c'était une bonne idée purement au niveau de la santé, en fait. Donc, c'est vraiment le truc. Cela dit, voilà, ça c'est vraiment, en fait, le principal problème. Tout le reste, en fait, c'est vraiment du très gérable. Il n'y a pas de souci, je veux dire. Surtout à partir du moment où vous parlez la langue locale, honnêtement, il n'y a vraiment pas de souci nulle part. Voilà, il faut être respectueux, respecter les us, coutumes et les lois locales. Il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire. Mais il faut parler la langue locale aussi, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je pense qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus, en fait. Pour tous ces pays-là, en fait, hein. Parce que là, il y a marqué l'Europe de l'Est, hein. Mais moi, je comprends l'Europe de l'Est et aussi l'Asie de l'Est, mais aussi l'Asie du Sud-Est, pardon. Donc c'est en fait, et puis plus l'Inde aussi, hein. Donc voilà, toute cette partie-là, en fait, bon, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus exotique sur Terre pour un occidental, hein. Mais je veux dire, c'est franchement ce qu'il y a de plus passionnant aussi, hein. Enfin, je veux dire, et si vous voulez, donc voilà, mis à part ces problèmes, euh, je pense que j'aurais raté ma vie si j'avais pas été en Asie. Je vous le dis, je le dis vraiment cash, hein, clairement. Euh, c'est vraiment les expatriés comprendront. Les gens qui ont vécu, enfin les gens qui ont vécu et travaillé sur place, qui sont restés de nombreuses années, qui éventuellement reviennent en Occident à un moment de leur vie, savent très bien que le fait d'avoir passé quelques années sur place, ça change, mais vraiment complètement une vie, quoi. Je veux dire. Et puis, si vous voulez, quand vous revenez, rien n'est plus comme avant. Rien n'est plus comme avant. Vous voyez les choses de manière différente. Les choses ont plus le même goût. Les relations entre les gens sont plus les mêmes. Le fait d'avoir vécu comme ça aussi dans un pays très différent, très exotique, fait que quelque part vous avez une richesse intellectuelle et vous n'avez plus besoin de tout un tas de petits trucs, voilà, des choses, je sais pas, que pour acheter dans un magasin, pour décorer sa maison, des trucs comme ça, voilà, pour rendre le quotidien un peu moins pesant, hein. Comme c'est le cas en France, hein. Je veux dire, quelque part, ça vous donne une richesse intellectuelle. Non, une richesse, même pas intellectuelle, c'est un mot trop pédant en fait, parce que c'est pas du tout ça. C'est, si vous voulez, voilà, c'est un peu comme si vous avez vécu dans un film, dans un rêve, et que ce rêve, ce film est toujours présent dans la tête. Et quelque part, il illumine un peu de son soleil, hein. Mais vraiment, c'est vraiment ça en fait, hein. Je me rappelle d'ailleurs, avant de partir, j'avais vu des filles, des Françaises qui avaient vécu justement dans ces pays-là, au Japon en l'occurrence, et qui avaient un sourire jusque-là toute la journée. Je me disais, pour une Française quand même, ça vaut le coup d'aller vivre là-bas au Japon, parce que si ça transforme une Française comme ça, c'est que ça doit vraiment être, génial. Et effectivement, on comprend très bien, hein, le fait d'être, voilà, ça apporte vraiment beaucoup de choses, même dans les relations ensuite avec les gens qu'on peut avoir ici en Europe. Bon, le problème, c'est que évidemment le problème, bon, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, donc je vais pas trop remettre le couvert là-dessus, mais c'est vrai que c'est problématique au niveau des femmes, parce que bah, vous comparez nécessairement ce que vous avez connu là-bas
avec ce que vous voyez en France. Et là, pour le coup, là, c'est bon, c'est un peu terrible. Mais le fait, rien que le fait de revenir d'Asie en France, c'est terrible. Enfin, c'est une expérience assez dramatique parce que même si le métro parisien, voilà, la cohue, les heures de pointe, etc., c'est de toute façon jamais aussi animé que ce que ça peut être en Chine ou au Japon. Euh, et donc ça paraît assez, comment dire, assez inanimé en fait quand on retrouve l'Europe, et en particulier la France. Euh, donc voilà, et non, l'Asie m'a vraiment énormément apporté. D'abord, elle m'a permis de connaître une autre culture, d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir, d'autres façons de se conduire. Euh, Parce que je vous rappelle, hein, moi, c'est le Japon et la Chine, en fait. C'est les deux pays. Je trouve, c'est même d'ailleurs très intéressant, je trouve, d'avoir pu vraiment comprendre, enfin comprendre, non, ça c'est un bien gros mot, connaître quelque part ces deux cultures en même temps, c'est-à-dire Japon et Chine, je trouve ça particulièrement important. Je ne vais pas expliquer là pourquoi, mais je trouve ça particulièrement important. Euh, mais c'est vrai que ça donne vraiment ça donne une autre dimension à la vie en fait. Ouais, ouais, ça donne vraiment une autre dimension à la vie. Je crois que euh, si j'étais resté en France, je serais resté derrière un bureau, derrière le même bureau pendant 20 ans ou 30 ans. Bon, pas dans la fonction publique, hein, mais je veux dire, même dans le privé, en fait, hein. Dans le privé, c'est pareil. Dans le privé, vous pouvez vous retrouver à être rester des années derrière le même bureau, faire tout le temps la même chose, voir tout le temps les mêmes collègues, très sympa au demeurant, mais voilà, je veux dire, le temps passe, euh, l'âge avance, euh, et, euh, et en fait rien de nouveau, rien de vraiment très, voilà. Donc les gens qui effectivement se mettent en couple, ont des enfants, bah eux ils n'ont pas le choix en fait, ils prennent un crédit immobilier, voilà. Donc ça le destin est plié pour le reste de la vie à ce moment-là. Mais quand vous avez la chance en fait de pouvoir partir, bah, à ce moment-là, c'est vrai que ça change tout, en fait, hein. Ça change vraiment tout. Parce que bah, quand vous revenez, en fait, ouais, vous êtes vraiment assez différent, en fait, hein. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos à ce sujet sur la chaîne. Je pense que il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est l'aspect de la nourriture. Vous savez, dans certaines maladies mentales, on parle qu'il y a une influence du biotope des intestins, etc., sur la santé mentale, en fait, hein. C'est des découvertes, en fait, qui s'ajoutent les unes après les autres. Et, euh, et, euh, et donc, si vous voulez, quand vous allez dans un pays très différent comme ça, alors je pense que ça doit être pareil sur d'autres continents, en fait, hein. Si vous allez en Afrique ou en Amérique du Sud, vous devez avoir le même genre ouais, de résultats. C'est-à-dire que vous mangez vraiment de la nourriture radicalement différente. Parce que là, pour le coup, vous passez d'une nourriture comme vous connaissez traditionnellement en Europe à du riz, des trucs cuits à l'eau, ou des trucs pimentés, ou des trucs, voilà. Et à ce moment-là, bah, nécessairement, vous avez une modification du biotope à l'intérieur de l'intestin, et je suis persuadé que ça joue sur la mentalité. Ça, j'en suis à peu près vraiment certain. Euh, donc vous avez vraiment tout ça, euh, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment pour ça que non seulement je ne regrette pas, mais je me félicite tous les jours d'avoir pu connaître ça. Hein, franchement, c'est vraiment une chance, une opportunité inespérée dans la vie de quelqu'un.
de pouvoir vivre en Asie de l'Est, dans ces pays-là en fait, hein, dans ces pays-là, hein, je pense vraiment tous ces pays-là ici, hein, euh, ça va du Japon, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, tout ça, tous ces pays-là sont vraiment des pays très très passionnants et je pense que quand on est jeune, avoir l'opportunité d'aller dans ces pays-là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel parce que malgré tout, quand vous regardez d'ailleurs le pourcentage d'expatriés, il y en a très peu finalement qui vont d'expatriés français, hein. Il y en a très très peu qui vont en Asie, en Chine. Il y en a très peu. Alors il y a des gens, pas mal de gens qui vont en retraite effectivement en Thaïlande, bon. mais euh, mais, euh, mais même en Asie, en fait, de manière générale, je crois que le chiffre, c'est 4 ou 5% de Français, donc c'est ridicule par rapport aux gens qui vont aux États-Unis, par exemple, hein. Et je pense que quelque part, il faut quand même avoir une sensibilité pour aller en Asie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, on va pas en Asie par hasard. On peut aller aux États-Unis par hasard, euh, ou en Amérique latine, mais pas en Asie. L'Asie, c'est vraiment, il y a une histoire, il y a une culture longue, euh, très impressionnante. Euh, J'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais par exemple, j'ai connu très peu de capitales, en fait, qui donnent le sentiment de dominer un empire. Il y en a vraiment très très peu au monde, hein. J'ai connu Paris, je peux difficilement dire, parce que comme je suis d'origine parisienne, je veux dire, ça m'a jamais trop impressionné nécessairement. Mais Rome, très clairement Rome, Londres aussi, évidemment Londres, et puis Pékin. Ah, je dois dire, Pékin, c'est vraiment très très impressionnant. Se trouver sur un pont qui domine l'avenue qui passe devant Tiananmen, qui passe oui, devant Tiananmen, hein, c'est vraiment c'est une très longue rue qui fait, je crois, 2,5 km de long, enfin c'est ouais, de long. C'est très impressionnant en fait. On a vraiment le sentiment d'être dans la capitale de l'Empire, ce qu'est la Chine, hein, de toute façon, c'est un empire. Euh, voilà. Donc il y a la langue. Si vous voulez, quand on dit c'est génial et tout ça, mais il y a plein de choses en fait. Vous avez la langue, vous avez l'étude de l'écriture, vous avez l'étude de la culture, l'étude de l'histoire, bon, de la géographie, voilà, vous avez tous ces éléments-là, les relations entre les différents pays d'Asie, une histoire très longue, enfin je veux dire que l'histoire de Chine est longue, c'est rien. Enfin, faut vraiment. C'est long et c'est difficile à apprendre, hein, parce que bah, c'est 5000 ans quand même, donc tout de suite. Il y a beaucoup plus de périodes historiques, mais c'est très passionnant. Et puis, euh, vous aviez, parce que maintenant peut-être les choses ont changé, mais la possibilité de faire du business. Enfin, je veux dire, pour faire du business, vous êtes pour créer une entreprise, pour gérer une entreprise, vous étiez en tout cas beaucoup plus libre en Chine qu'en France. Enfin, je veux dire, la France, c'est bon, je vais arrêter avec ça, mais en tout cas, voilà, vous savez ce que je veux dire. Euh, mais voilà, et donc ça m'a vraiment permis de faire ce que je voulais, c'est-à-dire créer une entreprise, créer une affaire, diriger une entreprise. euh, et ça, c'est en Asie que j'ai pu faire ça. C'est en Asie que j'ai pu faire ça. En France, c'eût été impossible. Donc j'ai créé de l'emploi, créé de la richesse, etc. Enfin, je veux dire, j'aurais préféré faire ça en France, hein, clairement. Mais bon, voilà, je veux dire, à un moment donné, quand les choses sont pas possibles, elles sont pas possibles. À ce moment-là, il faut aller ailleurs. Et le ailleurs,
En fait, il y a aussi un truc quand même, c'est que on pourrait croire que apprendre le chinois, c'est compliqué. En fait, c'est pas si compliqué que ça. On pourrait croire que monter une entreprise en Asie, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est l'Asie. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, si vous avez la bonne mentalité, si vous avez la bonne façon de faire les relations avec les gens, si vous êtes respectueux, correct, vous pouvez monter des entreprises en Asie et elles peuvent devenir elles peuvent avoir une réussite beaucoup plus importante qu'en France parce que en fait, vous ne serez pas embêté par tout un tas de trucs qui viendront vous perturber par rapport à votre business, quoi. Les gens sont très honnêtes, respectent la parole. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, donc, voilà, vous avez vraiment la possibilité. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas se ramener là-bas, si vous voulez, comme un occidental, avec votre façon de faire d'occidental et ne pas en sortir. Vous devez, quand vous allez en Asie, vous pouvez réussir. Vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez vraiment, vraiment bien réussir. Mais attention, ça veut dire nécessairement, vous devez vous plier aux contraintes locales. Hein, je veux dire, et des contraintes en plus qui vous viendraient même pas à l'idée. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais je pense que c'est pareil dans la plupart de ces pays-là, c'est le rôle de la famille. Le rôle de la famille est beaucoup plus important en fait en Asie, probablement dans toute l'Asie en fait. Mais bon, moi je parlerai de la partie que je connais le mieux. Euh, le rôle de la famille est vraiment très très important, beaucoup plus important que ce que vous pouvez avoir en France, hein, par exemple. Et donc, euh, je dirais, de ce côté-là, sur cet aspect-là, la France est à l'antipode de l'Asie, hein, vraiment à l'antipode. C'est-à-dire on n'est pas un peu éloigné. Parmi les pays du monde, on a probablement la culture familiale la plus éloignée de ce qui se passe en Asie. Donc c'est un handicap si vous voulez aller en Asie, parce que quelque part, il faut que vous vous réappropriez une culture familiale que vous n'avez pas connue en France, en fait, hein. Qui existait il y a 100 ans, il y a 200 ans et avant, mais qui a disparu il y a bien longtemps, hein. Et ça, c'est un truc important, hein. Et les peut-être les jeunes qui vont en Asie du Sud-Est, tout ça, et qui n'ont pas nécessairement conscience de cet aspect-là, de cet aspect en particulier, euh, ils ne sont pas nécessairement, on va dire, les plus performants dans ce cadre-là, quelque part, à cause de ça, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout rater parce que vous comprenez rien à la manière dont marchent les familles en Asie, hein. Mais c'est sûr qu'il va vous manquer quand même quelque chose de très important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, oui, c'est quelque chose de vraiment fondamental en fait, hein. C'est pas accessoire, hein. Donc ça fait partie des différences vraiment euh, extrêmement importante. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc ça donne une autre vision, hein, ça donne une autre vision de la famille, parce que nécessairement, quand vous revenez après en Europe, eh ben, ça change votre façon de voir les choses, hein. Et pas que ça, hein, sur la médecine, la médecine telle qu'elle se pratique en Asie, et là encore, c'est toute l'Asie, hein, toute l'Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est. En fait, vous avez des médecines qui sont des médecines très particulières, utilisées depuis des millénaires, et bon, qui ont une signification. Donc, il y a des choses intéressantes. Nécessairement, vous revenez avec ces connaissances-là, et c'est très bien, quoi. Et donc, mais vous avez
une richesse en fait. Voilà. Après un épisode comme ça vous est difficile, et j'en parle donc après plus d'une dizaine d'années hein, d'être revenu en Occident, donc c'est vraiment pour faire partager mon expérience. Hein. Je voulais, vous êtes changé, clairement, on ne peut pas poser les choses autrement, et c'est pareil pour tous les expatriés de cette zone-là. Vous êtes clairement changé quand vous revenez de cette zone. Euh, et ça reste dans votre tête. Moi, j'étais très très surpris parce que bon, j'ai appris le chinois. J'avais pensé que ça redisparaîtrait très vite. Parce que quand on apprend le chinois, c'est toujours assez difficile. Ou le japonais, c'est un peu pareil. Hein. Les caractères, vous apprenez des listes et des listes de caractères. 3 semaines après, vous n'arrivez plus à vous en rappeler. Enfin, c'est assez un enfer. Mais quand vous apprenez en fait la langue, je m'aperçois 10 ans après, plus de 10 ans après, j'arrive encore à parler, à parler. Donc voilà, c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à oublier beaucoup plus vite que ça. Mais si vous voulez, le fait d'avoir vécu dans cette zone fait que euh, je ne sais pas si ça va être très facile à comprendre, mais vous vous sentez plus jamais seul. Par exemple, les gens n'aiment pas la solitude. Bon, quand vous avez vécu dans cette zone-là, et que vous avez connu quelque part la richesse un peu de cette culture, parce que c'est une culture qui est nécessairement très différente en fait vous êtes pas, vous êtes plus vraiment seul dans la vie. Voyez, vous avez vu un peu des choses exceptionnelles dans votre vie, euh, parce que c'est exceptionnel. Vous avez vécu aussi des choses exceptionnelles, et donc vous pouvez plus être solitaire, abandonné ou ce genre de choses-là. Vous voyez, vous êtes toujours quelque part accompagné. C'est pas le bon mot parce que évidemment il y a personne, mais je veux dire. euh, euh, Votre vie, elle est riche et vous avez quelque part gardé cette richesse sous forme de souvenirs et bah, vous le gardez très très longtemps. Et donc, et c'est vraiment une richesse qui existe, même si c'est pas une richesse matérielle, c'est vraiment une richesse qui existe. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, moi, quand je vois des jeunes qui ont peut-être du mal à trouver du boulot en France, tout ça, qui s'embêtent beaucoup, etc. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire en Asie. Si vous êtes correct, respectueux, si vous voulez vraiment faire bien les choses, c'est possible d'aller sur place et voilà, de vivre positivement, de faire des choses. Euh, Ça, il n'y a pas de. C'est plutôt une excellente chose. Les gens qui sortent de l'école, plutôt que d'essayer des petits boulots ou des stages ou des trucs comme ça vaut le coup d'essayer de tenter des stages en- dans ces pays-là, d'autant plus que, à mon avis, dans les années qui viennent, les entreprises vont chercher de plus en plus de Français pour aller dans ces pays-là, parce que vu la crise économique enfin, qui arrive déjà en France, hein, là, maintenant, elle est déjà là. Je veux dire, comme elle va s'aggraver et puis que ça va être de mal en pire, et que les entreprises vont devoir faire des réductions d'économies vraiment très importantes, elles auront nécessairement besoin de contacts à l'étranger et en particulier dans des pays où elles vont pouvoir délocaliser de la production de services. Enfin, je veux dire clairement, pour moi, à mon avis, c'est le futur. Hein. Cette zone-là va récupérer la production de services et ça sera donc, je veux dire, vous voyez ici, hein, il y a marqué population, carte de l'Asie de l'Est, hein, 1,1 milliard 600 millions d'habitants en 2016. En Inde, là, vous avez 1,4 milliard. Ça veut dire le total de cette zone, il y a 3 milliards d'habitants. L'Europe, ici, c'est 350, 400 millions d'habitants. Vous voyez? Donc, comprenez bien que cette zone, en plus, elle est très éduquée. Euh, euh,
sur les classements d'intelligence, la zone Chine, Japon, Corée du Sud est la zone la plus intelligente au monde, hein, voilà. Euh, donc, c'est nécessairement, il va y avoir une délocalisation des services parce que le coût de production va être beaucoup trop élevé en France et donc les entreprises françaises n'auront pas le choix, elles seront obligées de délocaliser. Et donc, bah, à ce moment-là, il vaut mieux se trouver où est le travail, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Mais, je veux dire, c'est très loin. Je connais personne qui a été en Asie et qui l'a regretté. Vraiment, je connais personne qui a vraiment regretté ça parce que c'est vraiment l'expérience d'une vie, quoi. C'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. D'aller travailler, hein. Je ne parle pas de passer des vacances, hein, parce que si vous allez passer des vacances dans ces pays-là, de toute façon, vous comprenez rien et vous verrez rien, en fait. Il faut vraiment rester pour sentir et voir à quel point les choses sont très différentes. Rester 3 semaines dans ces pays-là, ça veut rien dire. Vous verrez pas de choses différentes. Par contre, si vous commencez à rester déjà 1 mois, et évidemment plus, là vous allez commencer à vraiment sentir un peu les choses exceptionnelles. Donc pour moi, il y a vraiment que du positif. Il y a vraiment que du positif. Bon, je vous ai expliqué quand même les choses. Qu'est-ce qu'il y a comme truc négatif? Je dirais que un Français qui va là-bas, dans cette zone-là, doit faire attention à ses idées préconçues. Et je parle bien des Français, hein. Je ne parle pas nécessairement des autres francophones, parce qu'en France, on a vraiment un système culturel politique qui est très très particulier à la France. Et le problème, c'est que ça nous met des œillères. Ça nous empêche, en fait, on est très monolithique, très hiérarchisé, donc ça nous prive de la compréhension de pays qui, eux, sont le contraire de ce que nous sommes en France. En termes d'organisation culturelle, religieuse, politique, enfin, vraiment quoi. Et donc ça, c'est vraiment un très très gros problème. Il y a un aveuglement des Français. Alors je dirais, peut-être les gens de droite ont... Je suis désolé de parler comme ça, mais les gens de droite ont peut-être plus de facilité à s'adapter en Asie que les gens de gauche. Parce que les gens de gauche, c'est des gens qui sont nécessairement attachés à un système. C'est la différence entre la droite et la gauche. Alors que les gens de droite sont plus attachés à l'individu. Et dans ces pays-là, hein, même la Chine comprise, hein, je veux dire, même les pays communistes du coin, qui se disent communistes du coin, en fait, c'est pas du tout des pays de système, ce sont vraiment des pays d'individus. Donc ce sont des pays vraiment plutôt de droite, en fait, hein, de philosophie de droite. Donc peut-être les gens de droite s'adaptent plus facilement que les gens de gauche. Parce que si vous allez là-bas avec des positions rigides sur tel ou tel point et que vous voulez pas en démordre parce que c'est une vérité universelle, là vous allez vous casser les dents, quoi. Puis, voilà, je veux dire, faut bien comprendre que les vérités universelles sont universelles en France. Quand vous sortez des frontières, ce sont plus des vérités universelles, quoi. Donc tous ceux qui ont une idéologie très, très marquée, en fait, c'est vrai, peuvent avoir beaucoup plus de mal, en fait. Ouais, donc, et le bilan, c'est que j'ai pu faire des choses que j'aurais pas pu faire en France, quoi, clairement. Donc, il y a vraiment pas photo du tout.
s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu ce problème de pollution que je considère comme vraiment grave, mais vraiment gravissime, quoi. Vraiment, je pense, il y a vraiment un très gros souci. Et encore une fois, c'est pas que la partie euh, des particules fines, c'est aussi le reste, hein. Euh, donc, s'il y avait s'il y avait pas, j'y serais probablement resté. Je dois avouer que il y a peut-être un autre point. Pour être complet quand même sur la question, c'est vraiment la question géopolitique de la Chine en ce moment par rapport aux États-Unis. C'est vrai que là, il y a aussi un point quand même inquiétant. Donc c'est vrai que voilà, il y a ces deux aspects-là. Il y a la pollution et il y a l'aspect géopolitique de la Chine et des États-Unis. Je dois avouer que j'ai du mal à me faire une idée sur ce sujet-là. Je suis pas. C'est aussi un peu une des raisons de la création de cette chaîne en fait, hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir discuter avec des gens, etc., pour me forger une idée sur la question. Euh, j'ai tendance à pas être extrêmement optimiste sur l'avenir des relations géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Je pense que le problème principal vient du fait qu'il y a une incompréhension culturelle très profonde entre les Occidentaux et les Chinois, et mais que c'est à double sens. C'est un peu comme entre les Japonais et les Américains avant la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est vraiment voilà. Et donc je sais pas où ça peut amener. Parce qu'il y a vraiment une incompréhension, mais complète sur l'évolution de la Chine depuis ces dernières dizaines d'années. Donc voilà, c'est vraiment. Et j'ai pas d'argument. Alors évidemment, il y a toujours. Sur YouTube, on trouve plein de vidéos, mais le problème, c'est que vous avez des vidéos qui sont des vidéos de propagande. Alors vous avez des vidéos de propagande contre la Chine et vous avez des vidéos de propagande pour la Chine. Mais c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir une discussion objective sur ces aspects-là. Je suis ni pour ni contre. J'aimerais bien avoir une vision de l'avenir euh, construite sur une réflexion basée sur des chiffres, sur des faits, etc. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai pas d'agenda politique personnellement, donc voilà, mais voilà, c'est vraiment un point quand même. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mais je dirais le Japon ou la Corée du Sud, hein, apportent, et puis aussi les autres pays, hein, je dirais les pays du sud-est asiatique, l'Inde, etc. Tous ces pays-là apportent quand même quelque chose en plus, hein, quelque chose en plus que pour un occidental et en particulier pour un Français. Là, c'est vraiment indéniable, hein. À tous les niveaux, ça m'a vraiment réussi en fait. Au niveau professionnel, le fait de revenir après avoir eu une expérience en Chine m'a ouvert beaucoup de portes. Euh, euh, bon, il y a l'aspect langue, mais bon, je dirais ça c'est vraiment mineur en fait à côté. Euh, il y a l'aspect malgré tout santé, parce que finalement euh, on peut quand même se préserver là-bas sur place, et puis je veux dire on peut essayer de manger sain, ce genre de choses-là. Bon, faut faire attention, hein. Faut faire attention, ça c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est aussi une zone. Ah oui, c'est vrai que, bon, comme je suis plus en France, c'est plus une préoccupation de tous les jours, mais c'est aussi une zone où on est
peu menacé, quoi. Je veux dire, par là, c'est pas comme en France où c'est devenu un coupe-gorge, même dans des petites villes. En Asie, dans la plupart des coins, c'est quand même relativement sûr. Et voilà, à moins de faire évidemment n'importe quoi, euh, c'est quand même parmi les pays les plus sûrs du monde. Donc, je veux dire, voilà, c'est quelque chose aussi qui est frappant quand on vient d'un pays comme la France, hein, clairement. Euh, donc, bah, c'est un aspect qui est vraiment très positif. Euh, j'ai appris là-bas à faire du golf. C'est un autre aspect positif. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ouais, du golf. Ou du golf, en fait. Euh, Bon, tout ça, c'est déjà... C'est pas mal, quoi, hein. C'est vraiment... Donc, voilà. Si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de rester plus longtemps. En fait, si c'était à refaire. Euh, Bon, je dois avouer que après avoir été au Japon et en Chine, bon, puis avoir travaillé aussi pour des entreprises qui se trouvaient en Inde et dans le sud-est asiatique, hein, euh, je sais pas, aller dans les autres pays, peut-être aussi à l'époque, c'était moins développé que ça l'est maintenant, parce que il y a aussi un aspect, c'est le temps qui passe, et le temps qui passe joue en faveur de ces pays, de tous ces pays-là. C'est-à-dire que ils connaissent un développement qui n'avait jamais été connu auparavant. Ça aussi, c'est un truc qui est important. Il faut que j'en parle maintenant parce que ça joue dans la façon dont on voit l'expatriation. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on est français, hein, et que on est actuellement en 2025. Bon, 2025. Il faut bien comprendre une chose, c'est que on faisait partie des pays les plus riches il y a 20 ans. Donc à la bascule à l'an 2000. Et les choses se sont gâtées depuis. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais jusqu'à il y a 20 ans, on était quand même donc parmi les pays les plus riches. Quand on allait quelque part, bah, on était un Français qui faisait partie des pays les plus riches. Et puis voilà. Et les autres pays étaient moins développés que la France. En 25 ans, les choses ont radicalement changé. Radicalement changé. C'est-à-dire que là, quand vous allez en France, quand vous allez de France en Asie ou dans tous ces pays-là, en fait, c'est là-bas où c'est moderne. C'est là-bas où c'est moderne, c'est là-bas où ça bouge. Alors, ils sont peut-être pas répertoriés comme des pays plus riches que la France, parce que, en fait, vous avez des régions riches et des régions très pauvres. Donc, bah voilà, ça fait l'équilibre et ça fait une espèce de moyenne. Mais en tout cas, les zones qui sont développées, elles sont très développées. Vous allez comme à Dubaï, j'imagine aussi Bangalore, évidemment Shanghai, Pékin. Je pense que ça doit être pareil à Bangkok, à Bali, Jakarta, Singapour, Tokyo. Je crois que c'est Busan, Séoul. Bah, c'est vrai que vous allez dans toutes ces villes, c'est ultra moderne, c'est beaucoup plus moderne que Paris, euh, c'est beaucoup plus développé. Voilà, donc, et la mentalité, enfin, c'est pas la mentalité, parce que c'est pas mauvais en fait, c'est, si vous voulez, l'habitude de penser notre relation de Français au monde et aux autres quand on va visiter leur pays ou quand on va s'y expatrier. Si vous voulez, avant, c'était bah, quelque part, on est plus riche, donc on va dans des pays plutôt en voie de développement, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est vraiment plus du tout le cas. C'est-à-dire, quand vous allez dans ces pays-là, vous y allez avec un taux de richesse égal, hein. Et donc, euh, ça, c'est pas du tout pareil.
Donc l'expatriation, en fait, ne se vit pas, ne se vit plus, en tout cas, de la même façon, et ne se vivra plus de la même façon. Parce que malheureusement, bon, c'est très triste, hein, mais je veux dire, c'est de la faute aux élites en France, hein. Je veux dire, ça a été délibéré. La France a raté le virage technologique de la tech, c'est terrible, c'est comme ça. On est en train d'entraîner dans cette faillite toute l'Europe, qui va devenir dans les années qui viennent, qui va suivre le chemin de la France dans la voie du déclassement, hein. C'est ce qui arrive à l'Allemagne à l'heure actuelle, qui s'est pris 2 années on n'en parle pas beaucoup, hein, mais 2 années de, de récession quand même, hein. Rien moins quand même, hein. Donc par toutes les réglementations folles, par toute la bureaucratie folle, en fait, voilà, on est en train d'abîmer l'Europe comme on a abîmé la France, c'est terrible, hein. Mais donc quand vous allez à l'étranger, bah, ça change vraiment. Quand vous réfléchissez à l'expatriation, ça change vraiment. En France, vous vous dites, voilà, on est encore resté dans cette mentalité. Je veux dire, la plupart des... Moi, je vois bien, la plupart des gens en France, hein, entendez-moi bien, hein, la plupart des gens en France, parce que on dit oui, les boomers, oui, la génération Z, X, W, machin, oui, euh, les jeunes, les vieux, machin. Bon, euh, avec le temps et les années qui passent, je me suis aperçu que les jeunes cons restaient et devenaient des vieux cons, en fait. Les vieux cons sont des anciens jeunes cons, en fait. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important quand même, comme, à savoir, hein. Et, euh, et en fait, je m'aperçois quand je regarde la France, en fait, qu'il y a énormément de gens qui ont encore la même façon de penser que dans les années 80. C'est juste fou. Des gens qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Ces gens-là ont toujours les mêmes modes de réflexion que les Français des années 80. Ça fait juste peur à quel point ils sont restés figés dans le temps. Alors évidemment, ils ont hérité de la culture, mais si vous voulez, c'est pas parce que vous partagez vos idées sur Facebook ou sur Twitter ou sur machin que ça fait de vous des gens plus évolués en termes de votre pensée, hein. Vous la communiquez juste à plus de monde plus rapidement, c'est tout. Mais l'évolution technologique rend pas les gens ni plus intelligents, ni plus cultivés, ni plus autre chose, quoi. Ça les fait... On voit juste plus vite exactement ce qu'ils sont, en fait. Et donc, beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'étranger, hein, ça c'est valable pour les gens qui n'ont pas été en expatriation, se vivent encore en France comme dans les années 80. Ils ont hérité de l'idéologie de leurs parents, qui l'ont hérité de leurs grands-parents, et c'en est ahurissant de enfin, d'inanité, quoi, c'est ridicule. Et attention, hein, quand je dis ça, ça vise pas des gens d'un parti politique en particulier, hein. Bon, évidemment, je vise plus les gens de gauche. Mais bon, en France, il y a quand même, euh, disons, un 95% de socialistes, donc ça fait beaucoup de gens de gauche quand même. Euh, et donc, quand ces gens-là vont... Mais il y a une pierre de touche, il y a une pierre de touche qui est très claire, c'est l'expatriation. Je veux dire, quand vous allez à l'étranger, vous pouvez plus garder vos idées fausses, vos idées erronées, votre façon de penser des années 80, euh, d'un pays qui n'existe plus. La France des années 80 n'existe plus. Euh, euh, c'est comme ça. C'est pas de la faute à l'Europe, c'est pas de la faute à l'euro, c'est de la faute aux Français qui ont laissé le pays s'abîmer
hors de la révolution culturelle de la tech qu'ils ont saboté. Je veux dire, il n'y a pas... c'est pas de la faute à Poutine ou à Trump ou à Xi Jinping ou à Obama ou à je sais pas qui. C'est bien de la faute, faut pas aller regarder ailleurs. Je veux dire, c'est bien de la faute aux Français si on en est là, malheureusement. Parce que bah, encore une fois, fondamentalement, on a raté la révolution technologique. On a raté la révolution industrielle du 21e siècle, du 20e siècle, de la fin du 20e siècle. On l'a raté, cette révolution industrielle. Vous imaginez, c'est comme si, en fait, il y a 200 ans, au moment de la révolution industrielle et de la machine à vapeur, la France avait dit, bah maintenant, non, on veut pas de la machine à vapeur. On n'en veut pas de cette machine à vapeur. Vous imaginez, bah, c'est ce qui est en train c'est ce qui s'est passé avec la France au sujet de la tech. On est sous-développé au niveau de la tech, c'est devenu terrible. Et donc tous ces pays-là, au contraire, ont hérité de la tech, l'ont accueilli vraiment à bras ouverts, euh, ont facilité l'implantation de la technologie, euh, ont contrôlé ça. Hein. Je veux dire, ça s'est pas fait librement en Chine, hein. Ça s'est fait à l'opposé du librement. Ça a été les Chinois ont très activement bloqué leur marché à tous les services étrangers. Hein. Ils ont vraiment bloqué. Hein. Je veux dire, ce que fait les États-Unis avec TikTok actuellement, c'est de la rigolade par rapport à ce que les Chinois ont fait contre Google, Yahoo et tout le reste. Hein. Euh, Ils ont carrément empêché de se développer de manière très volontaire, sachant très bien ce qu'ils faisaient, etc. Et maintenant, bah, ils voudraient pouvoir accéder librement sur les marchés occidentaux, alors qu'ils ont permis le développement de leur technologie en bloquant l'accès à leur marché. Je veux dire, donc, et tout ça, c'est des trucs, les Occidentaux se font piéger parce que, je vous ai dit, ils ont une idéologie socialiste, donc ils comprennent rien à rien en fait. Bah, cette partie-là du monde bah, est en train de se développer et a pris déjà la première place hein, au final. Euh, et l'Europe, en tout cas la France bah, va connaître un déclassement absolument terrible parce que, si vous voulez, on a connu un déclassement avec la délocalisation de la métallurgie, puis avec les machines électriques, électroniques, puis les ordinateurs, et maintenant, c'est le service qui va partir. D'ailleurs, les cadres sont pas contents, ils comprennent pas pourquoi, mais ils vont comprendre, ils vont vraiment comprendre, parce que en fait, leur travail est en train de partir, il est en train d'être délocalisé dans les autres pays, en fait. Avec l'intelligence artificielle, ça remplacera pas les gens en Europe, par contre, ça va permettre aux autres de prendre leur boulot. Ça, c'est tout à fait clair, c'est extrêmement clair. Donc, si vous voulez, euh, c'est pour ça que l'expatriation dans ces pays-là, elle est intéressante parce que euh, les choses ne sont pas figées, les choses vont bouger. C'est une zone qui va nécessairement se développer très fort, avec le bémol de la géopolitique sur la Chine. Là, vraiment, c'est mon inquiétude principale de ce qui peut se passer à ce sujet-là. Et à ce sujet-là, il peut à peu près tout se passer. C'est-à-dire que, voilà, si jamais il y a un problème géopolitique entre la Chine et les États-Unis, euh, le résultat est juste imprévisible. Vraiment imprévisible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien voir, c'est quels sont les risques qu'il puisse y avoir un problème géopolitique, mais mon petit cerveau est pas assez intelligent pour arriver à développer un raisonnement sur le sujet, malheureusement. Donc, si vous pensez que vous avez un cerveau plus intelligent que le mien, ça peut être intéressant, quoi.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au sujet de l'expatriation? Oui, bah, de toute façon, si vous êtes jeune, c'est évident que jeune, vous sortez de l'école, vous n'avez pas de contraintes pas de contraintes de crédit. Vous avez une copine, mais ça marche peut-être pas si bien que ça, ou vous en avez pas, vous êtes célibataire, et, et, et ça vous dérange pas de vous marier 3 semaines après votre arrivée à Tokyo, Shanghai, Bangkok, Bangalore, pas de problème. Prenez votre billet d'avion, achetez une bague. Vous l'utiliserez très vite en fait. Ouais, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment. Je pense que c'est vraiment une expérience qu'il faut avoir vécue dans sa vie. C'est mieux que la Rolex à, je sais pas quel âge, je me rappelle plus. C'est à quel âge il faut avoir la Rolex, mais en tout cas, c'est sûr qu'une expérience dans la vie, moi je crois que c'est vraiment une expérience d'expatriation en Asie. Pour moi, je trouve que c'est vraiment indispensable dans la vie, en tout cas. Ça remplace bien la Rolex, on va dire. Bon, voilà, donc bon, on arrive presque à 1 heure de vidéo qui est plus un podcast en fait quelque part. Mais je trouve que voilà, c'était intéressant. N'hésitez pas à commenter, dites ce que vous en pensez, tout ça. Mettez des réflexions. Si vos commentaires sont assez intéressants, bah, je répondrai dessus en vidéo, ça sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.